Monsieur le Président, chers collègues, c'est en effet un budget supplémentaire, mais nous considérons ce budget supplémentaire comme un trompe-l'œil. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, pour nous, c'est un budget supplémentaire en trompe-l'œil. En effet, dans le compte administratif que vous avez présenté en juin dernier, le résultat de 240 millions d'euros repris dans ce budget supplémentaire peut sembler confortable. D'une certaine façon, il l'est et permet de dégager des marges de manœuvre pour des mesures supplémentaires. Si je parle de trompe-l'œil, c'est qu'il repose en partie, cela a été dit et redit lors des différentes interventions que nous venons d'écouter, sur le dynamisme des DMTO. Dynamisme dont nous bénéficions maintenant depuis plusieurs années avec des produits qui dépassent ou atteignent les 400 millions d'euros depuis 2021. Mais c'était malheureusement à prévoir. Avec le niveau exceptionnel que nous avions atteint, nous assistons à un ralentissement et vous anticipez déjà une baisse de 50 millions sur ces DMTO. Comme nous le disait notre vice-président, Loïc Catelin, il est difficile de prévoir si nous sommes arrivés dans le creux ou s'il faut s'attendre à de nouvelles dégradations dans les mois à venir. On voit bien que les tendances du marché immobilier, tendance plutôt à l'atonie, avec des taux d'intérêt qui ont pris du ventre et des banques frileuses. Quand je dis banque frileuse, évidemment, c'est un pléonasme, qui ne prête plus qu'à des conditions draconiennes auxquelles une majorité de ménages ne peut souscrire. Sans vouloir paraître pessimiste, on peut raisonnablement penser en effet que le fruit des DMTO souffre lui aussi de cette atonie. Or, dans le même temps, nous avons, cela a été dit, des dépenses supplémentaires obligatoires suite à des décisions de l'État qui, bien évidemment, ne nous concertent pas et ne les compensent pas non plus, ou du moins très faiblement. Nous assumons, entre autres, en pleine année, à compter de 2023, la hausse du point d'indice, avec une nouvelle revalorisation cette année au 1er juillet, la revalorisation du RSA, le Ségur, cela a été dit, élargi à d'autres catégories que la santé, pour ne citer que les principales hausses. Ces revalorisations étaient plus que nécessaires et sont certainement en deçà des besoins des agents du département et des allocataires au regard de l'inflation qui sévit depuis 2 ans. Certes, cette dernière a ralenti, mais la Banque de France estime qu'elle sera d'au moins 5,8% encore en 2023. Concrètement, cela signifie que le chariot test mensuel de la Voie du Nord, une baisse perceptible puisqu'il passe de 145,69 € à juin à 138,50 €. Pour mémoire, ce même chariot tournait autour de 110 € depuis 2022. C'est dire si le ralentissement de l'inflation est le bienvenu, mais qu'il est loin de tout résoudre. Sans compter le coût de l'énergie, et bien que l'État maintienne le bouclier tarifaire jusqu'en 2024, ce qui n'a pas empêché déjà 2 hausses de l'électricité, l'une de 10% en février, l'autre de 15% en août. Sans oublier non plus le coût des carburants qui demeure particulièrement élevé. On comprend donc aisément qu'avoir un travail n'est plus une garantie contre la pauvreté. L'appel au secours des associations caritatives en cette rentrée en témoigne. Les Restos du Cœur ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 37% en 1 an. Le Secours populaire de 30%. La Croix-Rouge, 7% de bénéficiaires en plus. Et l'Armée du Salut, les personnes aidées sont maintenant passées du simple au double. Ces associations en sont réduites la mort dans l'âme, à durcir les critères d'accès aux aides qu'elles proposent, avec pour corollaire la sortie de nombreux bénéficiaires de ces dispositifs. Je pourrais également parler, pour élargir mon propos, des étudiants. Selon une enquête récente, 76% des étudiants interrogés ont un reste à vivre de moins de 100 € par mois, soit l'équivalent de 3,3 € par jour, une fois leur facture payée. Vous me direz que ces derniers ne relèvent pas de nos compétences directes, et j'en conviens, mais je voulais aussi aborder cette question pour illustrer le nombre et la gravité des situations de précarité. De fait, pour en revenir strictement aux finances du département, seuls 15 millions sur 98 millions d'euros de crédits supplémentaires de fonctionnement sont destinés finalement à des politiques volontaristes que nous approuvons. Protection de l'enfance, élargissement du Ségur, création des centres de santé, vaccination. Pourtant, là encore,
on retrouve un effet trompe-l'œil, puisque vous auriez pu consacrer davantage à ces politiques volontaristes et même en introduire de nouvelles. Certes, concernant la protection de l'enfance, l'effort de 5 millions d'euros a du sens, mais ne saurait compenser les pertes qui ont affecté ce secteur au cœur des compétences du département depuis 2015. Quant à l'investissement, il bénéficie que de 6,7 millions de crédits complémentaires, même si au BP 2023, il n'est pas mal doté avec 354 millions d'euros en progression, déjà de 17 millions par rapport à 2022. Bien que, et nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire, nous aurions aimé que vous soyez plus offensifs, plutôt en la matière. D'une part parce qu'il y a des besoins, et je ne referai pas la liste en matière de collège et de transition énergétique notamment, mais aussi parce que les taux d'intérêt étaient alors extrêmement plus favorables qu'ils ne le seront avant longtemps. Ce qui nous préoccupe également, c'est ce que vous préfériez, consacrer 85 millions d'euros au désendettement. Vous consacrez 85 millions d'euros au désendettement pour passer le besoin d'emprunt de 225 millions à 140 millions d'euros. Déjà, l'an dernier, vous aviez mobilisé 70 millions d'euros pour les mêmes raisons. Or, au BP 2023, le rapport indiquait une capacité de désendettement de 6,4 ans, intégrant la dette du Forum quand le seuil d'alerte est à 12 ans. Dans le contexte actuel, je peux comprendre la prudence. Gouverner, c'est prévoir. Vous avez d'ailleurs mis de côté 41 millions pour de nouvelles évolutions réglementaires et des dépenses imprévues, et bien que la somme soit conséquente, elle peut faire sens dans le contexte. En revanche, concernant le désendettement, il s'agit, à notre sens, d'une approche trop dogmatique et gestionnaire du budget. Un choix politique qui n'est pas le nôtre au regard des besoins des associations et des nordistes devra être fait. Nous vous donnons un rendez-vous en la matière lors du vote du prochain budget et vous aurez à faire des choix politiques entre essayer de faire en sorte de ne pas trop avoir de désengagement sur les politiques fondamentales du département et faire un choix qui serait idéologique d'un désendettement encore continu de notre département. Nous aurions également pu, puisque désormais nous en avons la faculté par décret du 23 août et à partir du 1er septembre, prendre en charge 75% et non plus seulement 50% des abonnements souscrits par les agents à un service de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Lorsque je l'ai évoqué lors de la commission 1, Loïc Catelin et Jean-Luc de Tavernier m'ont dit que la question était à l'étude et n'avait pas encore été arbitrée. J'espère donc qu'elle finira par recueillir votre approbation, Monsieur le Président, tant pour nos agents que pour la nécessaire transition énergétique à laquelle nous devons tous, et sans mauvais jeu de mots, nous acclimater. En outre, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une dépense pharaonique. Autre secteur qui doit nous alerter, car également dans notre cœur de compétence, la situation des EHPAD. Puisque nous avons tous lu il y a quelques jours l'interview de Séverine Labou réalisée par La Voix du Nord, elle tire la sonnette d'alarme à la fois sur les injonctions paradoxales faites aux EHPAD, mais également sur le fait que 9 sur 10 dans la région sont en déficit. Vous m'objecterez que nous ne sommes pas leur interlocuteur unique, ce qui est juste, et qu'il manque toujours, alors que nous le réclamons depuis longtemps, une vraie politique du grand âge portée par l'État. Pour autant, nous sommes un des premiers partenaires des EHPAD et il y a des besoins dans notre département aujourd'hui et dans un avenir proche. Nous espérons que leurs besoins seront étudiés et pris en compte dans le budget 2024, à défaut d'émarger dans ce budget supplémentaire. Puisque je viens d'évoquer le rôle de l'État, je vais y revenir d'une façon plus large. J'ai déjà dit au début de cette intervention qu'il prenait des mesures sans aucune concertation avec les départements, alors que ces départements ont des incidences financières et qu'ils ne compensent pas ou peu l'État. L'État l'a toujours fait comme ça, il compense peu ou pas. On ne découvre pas, c'est une constante malheureusement. Il faudrait ajouter à cela, même si cela ne date pas d'aujourd'hui, nous perdons toujours plus d'autonomie, puisque nous n'avons pratiquement plus de leviers fiscaux et que nos finances reposent sur des dotations de l'État. Si la part de TVA qui nous est attribuée est relativement dynamique, à cause, hélas, de l'inflation qui est élevée, il n'est pas de même pour la DGF que l'État a refusé d'indexer sur cette même inflation. Je ne parle même pas des allocations comme le RSA, l'APA, la PCH que l'État n'a jamais correctement compensé et qui pèsent lourd sur nos finances.
Par ailleurs, l'État n'est pas non plus au rendez-vous des grands événements nationaux, nous obligeant à suppléer des carences en abondant le budget du 10, cela a été dit, pour la sécurité de la Coupe du monde de rugby et des JO de 2024. Il est également défaillant sur des grands projets. Je pense aujourd'hui particulièrement à la RD 642, pour laquelle nous avons une délibération en commission permanente. Projet sur lequel vous souhaitez néanmoins avancer potentiellement, sans savoir quelle sera l'aide de la région et du département du Pas-de-Calais. Le 19 septembre dernier, vous avez assisté, Monsieur le Président, représentant Département de France, au lancement du Haut Conseil des finances publiques, une instance créée pour associer les collectivités à une réflexion sur les dépenses publiques. Sur la forme comme sur le fond, cette nouvelle commission nous inquiète, l'ordre du jour ayant été unilatéralement travaillé par l'État, comme toujours sans concertation. Sur le fond, l'objectif clairement affiché est de contraindre les collectivités à faire des économies sans prendre en compte leur perte d'autonomie fiscale ni leurs obligations, principalement les aides individuelles de solidarité en ce qui nous concerne. Nous espérons que le département tiendra des positions particulièrement fermes, ainsi que nous avons pu le faire par le passé, car je crains que les prochains budgets deviennent complexes à trouver pour répondre aux besoins de notre territoire et des nordistes. Pour revenir à ce budget supplémentaire, vous comprendrez qu'en cohérence avec notre vote contre le budget 2023, nous votons contre ce budget supplémentaire qui ne correspond pas à ce qu'on est en droit d'attendre d'un département. Je vous remercie de votre écoute.